Bonjour à tous. Donc, on va démarrer avec ce premier webinaire organisé dans le cadre des webinaires de la semaine 42. Donc, c'est Frédéric Vicaire, dirigeant de Hisense et spécialiste de l'intelligence artificielle, qui va avoir l'honneur d'introduire cette semaine avec un premier webinaire. Donc, Frédéric, je te donne la parole. Merci Jean-Marc et bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je fais un petit test comme ça. Je crois que c'est une des régressions technologiques qu'on a au départ, c'est qu'on teste si la techno fonctionne avant de commencer. Donc c'est notre première conférence en ligne. J'espère que je ne parle pas trop fort. Et on va commencer cette semaine 42. Donc 42, c'est quand même un chiffre particulier pour tous les geeks, les scientifiques ou informaticiens. Donc je trouve que c'est un bel hommage à ce chiffre. Et on va commencer cette semaine par l'intelligence artificielle. Et on voulait que cette séance d'à peu près 1 heure soit disponible et facile à comprendre pour tout le monde, qu'on soit dans un univers technologique ou technique ou pas du tout. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat à me dire, sur l'écran je le vois, si vous m'entendez pas du tout, ou les pouces levés pour me dire que tout est bien. Alors on va commencer par la présentation. Je vais la passer aussi sur mon écran, voilà. J'ai pas de réaction de l'autre côté, donc j'attends juste. Yes, merci Thierry. Ok, donc l'agenda de cette à peu près 1 heure, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Donc on va commencer un petit peu à définir ensemble, à distance, ce que c'est l'intelligence artificielle, et ensuite on va voir tous les cas d'usage qu'on peut en faire, avec des démonstrations de différents petits projets peut-être, ou des démonstrations en ligne, et tous les cas d'usage. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Frédéric Vicaire. Effectivement, j'ai créé ma société il y a à peu près 2 ans maintenant, qui s'appelle Hisense, et qui a pour vocation de démocratiser l'intelligence artificielle et le cloud, donc les deux, pas forcément que l'IA. Et on a 2 grands piliers, donc l'éducation, on anime des conférences, on anime des cours à l'université et des formations de courte durée, 3 à 5 jours, et également de l'innovation où on crée des projets avec les clients. Alors c'est plutôt des maquettes qu'on va faire, donc les études de faisabilité ou du conseil pour nos clients. Alors c'est important pour nous de donner du sens à la technologie et d'autant plus de donner du sens à l'intelligence artificielle, ce qu'on va essayer de faire ce matin. Alors, on commence tout de suite par qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors c'est très difficile à distance parce que généralement je pose des questions et j'attends que les gens lèvent les mains. Alors, on ne va pas faire tout comme d'habitude, mais je suis sûr que si je vous demande à tous la définition que vous avez de l'intelligence artificielle, on aura tous une définition certainement différente, sauf si tout le monde va sur Wikipédia, bien sûr. Donc la seule chose que je vais vous demander, c'est que dans le chat, si vous pouvez indiquer le premier mot qui vous vient en tête quand vous voyez ce terme, quand on vous dit ce terme, intelligence artificielle. Allez-y, le premier mot. Ça peut être n'importe quoi, hein. Mal de tête, ça peut être robot, ça peut être automatisation, stupidité, j'adore. J'espère que c'est l'IA hein, que vous imaginez stupidité. Automatisme, learning, reconnaissance, learning en anglais, bien sûr. Reconnaissance, reconnaissance de quoi, Laurent? Masse de données, autonomie. Ok, très bien. On va laisser, vous pouvez encore, hein, pour ceux qui sont inspirés, tout ça sera enregistré en plus, vous aurez la vidéo plus tard, donc autonomie, masse de données. Parfait. Alors, stupidité d'utilisation des données. Merci Grégory pour la précision. Alors donc, vous voyez que chacun, alors moi j'entends souvent ça, hein, robot, automatisme, déshumanisation, informatique, bête des fois aussi. Donc c'est beaucoup de mots différents, mais on a tous des fantasmes autour de l'intelligence artificielle due à la science-fiction. Alors c'est super les livres, c'est super les films, mais si on s'arrête à ce qu'on voit dans certains films ou livres, on a droit d'avoir peur de l'intelligence artificielle, on a droit de parler de déshumanisation, je vais y arriver. Bernard n'a ni son ni d'image. C'est le cas pour tout le monde? Non, bah non, puisque les gens me répondent. Ok, donc si c'est bon pour les autres, je pense que ça vient de chez Bernard, donc il faut peut-être se déconnecter, reconnecter, pour voir si ça marche mieux.
Alors, je continue. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, si on prend une définition qu'on va retrouver sur la vraie source de vérité absolue pour les gens qui font de l'informatique, c'est évidemment Wikipédia, bien sûr. Je plaisante. Donc, je ne vais pas lire entièrement, mais ce qui est important dans cette définition qu'on va lire, c'est simuler l'intelligence. Ça, c'est une partie très importante. Et une autre partie, ce n'est pas un concept ou une discipline autonome, mais c'est un ensemble de concepts et un ensemble de technologies. Ces deux parties sont très, très importantes dans cette définition. Et ce que j'aime bien en plus, c'est le petit clin d'œil de la CNIL qui précise que c'est le grand mythe de notre temps. Et c'est vrai que généralement, ça reste quand même un grand mythe. Parce qu'on ne sait pas finalement ce que ça fait, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut l'utiliser facilement, pas facilement, est-ce qu'il faut beaucoup de données, pas beaucoup de données, etc. Donc si on prend simuler l'intelligence. Alors, pareil, dans le chat, je vous fais participer ce matin, comme ça je suis sûr que personne ne s'endort. D'après vous, l'intelligence artificielle existe, le terme existe depuis quand? Allez-y. Donc, quelle année, hein, est-ce que c'est 1900? Est-ce que c'est 1800 quelque chose? 1700 quelque chose? 1900 quelque chose? 2000 et quelques? Est-ce que ça n'existe pas encore? Non, pas Pascal, je dirais pas jusque-là, mais ok, 1950, on s'approche. Les années 50, Audrey, elle se mouille pas trop. Les années 50, c'est entre 50 et 59, c'est très bien, Audrey. Laurent, 1990, intéressant comme date d'ailleurs. 1920 à 1930, aussi une grande plage. Alors, le terme intelligence artificielle existe depuis 1955. Donc, si je crois que Jean-Marc faisait gagner des bouteilles de champ, c'est ça, Jean-Marc? Donc, c'est Audrey la plus proche. Et 187, 601, 852, bien sûr. Non, je plaisante pour la bouteille, mais c'est 1955. Alors, bien sûr, on pouvait parler, ça dépend ce qu'on va dire, d'intelligence artificielle, mais il y avait des automates déjà au XVIIe siècle. Et pour certains, c'était déjà et en 1955, le terme est sorti par Mark Carty et d'autres ingénieurs, on avait sorti ce terme-là, pour une seule et unique raison. Leur idée, leur objectif initial, c'était de comprendre l'intelligence humaine. Il y avait deux camps qui s'affrontaient. Un camp qui disait que l'intelligence était comme un algorithme, parce qu'en 1950, et c'est pour ça que la date ressort, Alan Turing avait écrit un article où il disait si la machine pouvait penser. C'est pour ça qu'on l'attribue souvent à Alan Turing. Et depuis qu'on dit que si la machine pouvait penser, on se demandait, bien tiens, peut-être que nous on pense, donc les humains pensent, notre cerveau pense comme un algorithme informatique. Et un autre camp qui disait, bah non, c'est beaucoup plus complexe, ça ne fonctionne pas tout à fait de cette manière-là. Et du coup, pour comprendre mieux l'intelligence, ils se sont dit, on va simuler l'intelligence dans un ordinateur. À l'époque, c'était un ordi, c'était des pièces énormes. Hein. Et voilà, c'était leur objectif, simuler l'intelligence dans un ordinateur. Et c'est de là que vient en fait le terme intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans simuler l'intelligence pour la comprendre. On veut simuler l'intelligence généralement pour faire une tâche qu'on ne veut plus faire, ou faire quelque chose qu'on a du mal à faire, ou faire quelque chose que l'informatique classique, le développement classique, ne peut pas faire aujourd'hui. Donc on va parler d'intelligence artificielle à ce moment-là, quand on atteint la limite des algorithmes classiques. Par exemple, un algorithme avec des conditions, un algorithme avec des boucles, ça c'est un algorithme classique, et on connaît aujourd'hui ces limites-là, et du coup on va se proposer d'utiliser d'autres types d'algorithmes qui rentrent dans le spectre de l'intelligence artificielle. On va y revenir tout à l'heure sur cette notion d'algorithme. Moi, le truc qui m'amuse là-dedans, c'est si je définis l'intelligence, et là encore une fois, on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'intelligence, même sur ce que c'est pensé. Tout à l'heure, je vous disais que l'intelligence, se demandait si c'était dans si le cerveau il fonctionne de façon algorithmique ou pas. Donc déjà, on localisait l'intelligence dans le cerveau. On sait aujourd'hui que l'intelligence est certainement due, et forcément due d'ailleurs, au cortex dans le cerveau, qui est la partie plus périphérique de notre cerveau, hein, donc moins centrale, donc plus récente. Plus c'est centré dans le cerveau, plus c'est vieux. Plus c'est excentré, donc plus ça va vers la périphérie, plus c'est récent. Et dans ce cortex, dans tout le cerveau, on a des neurones. Voilà. Et a priori, l'intelligence viendrait du travail des neurones. Ouais, je reste quand même assez conditionnel. Pourquoi? Parce que si on dit que l'intelligence est dans le cerveau, qu'est-ce qu'on fait des 500 millions de neurones qu'on a dans l'intestin? Donc c'est assez rigolo. Donc si on dit que l'intelligence c'est les neurones, a priori on pense avec notre ventre aussi. Remarquez, c'est pas tout à fait faux. Et des fois pour les hommes on dit qu'on pense autrement. D'ailleurs, je vous laisse voir un petit peu de quoi je parle. Dans le cerveau, on a à peu près 100 milliards de neurones et chaque neurone est à peu près connecté à 15 000 autres neurones, donc c'est très vaste. Donc si on prend la définition très vaste de l'intelligence, que j'aime beaucoup là-dessus,
C'est la faculté d'adaptation. S'adapter, c'est être intelligent. S'adapter à son environnement, adapter l'environnement, ça c'est une forme d'intelligence assez élevée, assez évoluée. Mais si on prend cette définition, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'on peut dire aussi du coup que les animaux qui s'adaptent, les plantes qui s'adaptent, ou un outil informatique qui sait s'adapter, est donc une forme d'intelligence. Alors je ne vais pas mettre preuve, moi, mais je vais dire une forme d'intelligence, parce qu'il en existe plusieurs. Donc pour s'adapter, il faut apprendre, donc apprendre son environnement, donc apprendre où je vis, est-ce que je peux respirer longtemps sous l'eau, est-ce que je peux marcher sur de la lave, est-ce que donc ça paraît assez bête, assez logique, mais alors je réponds juste à une question dans le chat, dans ce sens if then else, donc une condition qu'une forme d'intelligence, sauf que ça ne s'adapte pas à tout ou à beaucoup de branches, et qu'en fait c'est très figé. C'est-à-dire que si on a prévu la condition, tout va bien, si on ne l'a pas prévu, ça ne marche pas. Je reviendrai un peu sur cette condition-là tout à l'heure. Merci Grégory. Donc, apprendre de son environnement. Si je veux apprendre à marcher, par exemple, il faut d'abord que je puisse savoir comment je me lève. Si je me lève, comment je maintiens mon équilibre, sinon je tombe. Donc je peux m'aider d'une table, une table basse par exemple. Les bébés, c'est des tables basses par exemple. Avant de commencer à marcher, ils se lèvent. Quand ils marchent, ils tombent, etc. Donc on va apprendre au fil du temps de son environnement. On peut marcher sur quelque chose de dur, on ne peut pas marcher sur quelque chose de trop mou. Donc on apprend. Ensuite, on exploite ce qu'on a compris, ce qu'on a appris. Et donc pour exploiter, et même pour apprendre, on a besoin de percevoir son environnement, de voir ce qu'il y a dans l'environnement, donc des objets. Si je prends l'exemple d'une voiture qui doit apprendre à rouler toute seule, elle doit apprendre de son environnement et percevoir pour apprendre des objets. Un passage piéton, un piéton, une autre voiture, un feu rouge, etc. Et ensuite, elle doit raisonner. Raisonner, c'est donc prendre une décision. Autant apprendre et percevoir, en intelligence artificielle, on y arrive aujourd'hui plutôt bien. Raisonner, ça reste assez complexe. Prendre des décisions, ça reste assez complexe. On a des intelligences artificielles qui peuvent prendre certains types de décisions assez ciblées, mais pas généralisées. Donc une voiture autonome, elle va prendre la décision de freiner, elle va prendre la décision de prendre le virage, la décision peut-être d'esquiver un obstacle. Mais elle ne va pas pouvoir faire d'autre chose. Elle sait juste rouler. Enfin, tout ce qu'il faut pour rouler, on est d'accord. Mais elle ne sait pas faire le café, ou elle ne sait pas forcément pour l'instant nous raconter une histoire, ou même, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, ou même répondre à des questions qu'on pourrait poser, pour l'instant. Je continue. Le deuxième point important, c'était un ensemble de concepts et de technologies. Moi, je rencontre beaucoup de clients, de partenaires, ou de sociétés de façon globale, qui me disent « on fait de l'intelligence artificielle ». Et quand je les challenge un petit peu pour savoir ce qu'ils font, en fait, ils font un algorithme qui fait une prédiction, une estimation. Je prédis mon chiffre d'affaires, je prédis combien de clients va venir dans mon magasin, je prédis combien de personnes vont être malades dans telle fourchette de temps. Donc, c'est que de l'estimation, de la prédiction de temps. La majorité du temps, c'est ce qu'on me dit, je fais de l'IA. Ça s'appelle, et on verra, du machine learning, par exemple. Par exemple, hein, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est un concept. C'est une technologie qui permet d'avoir un résultat. Mais l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ça. Il faudrait mélanger plusieurs concepts qu'on va voir tout à l'heure dans la présentation, peut-être plusieurs technologies pour arriver à une forme d'intelligence ou moins qui se rapprocherait d'une forme d'intelligence humaine, ou même peut-être même une intelligence d'un ver de terre, pourquoi pas. Mais une intelligence, pour avoir quelque chose d'autonome, il faut mélanger les concepts. Et ça, c'est important. Donc j'entends souvent les gens dire données, algorithmes, etc. Oui, mais ça ne suffit pas. Faire un chatbot, un agent conversationnel, ce n'est pas de l'intelligence artificielle s'il ne mélange pas plusieurs concepts ou plusieurs technologies en son sein. Donc quand on parle de plusieurs concepts et technologies, on sait aujourd'hui, donc vous l'avez vu dans le chat, c'est 1950, 55, enfin on était loin de 2020 dans toutes les réponses que vous avez données. Je crois que la plus proche de 2020 c'était 1990. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'il y a un algorithme qui a fait parler de lui, qui a bien marché, c'est la reconnaissance d'image en 1990 qui commençait à bien marcher. Mais de 2020. Alors pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Pourquoi c'est la mode de l'intelligence artificielle? Alors bien sûr, il y a une raison financière, hein, puisque a priori les projections sont en milliards de dollars de business autour de l'IA. Mais si on prend en enlevant les finances, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui il y a un facteur de 3
piliers qui se rencontrent, c'est beaucoup de données. Donc ça a été dit à un moment donné dans le chat aussi, quelqu'un avait dit beaucoup, une masse de données. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de données, beaucoup plus qu'en 1990, beaucoup plus qu'en 2010, et certainement beaucoup plus aussi qu'en 2015. Et dans 5 ans, on aura beaucoup plus encore de données que ce qu'on a aujourd'hui. Je ne parle pas de données dans l'historique de données, mais des données générées en fait toutes les secondes ou tous les ans nous on crée. Donc on a un gros volume de données. Mais ce n'est pas une obligation pour faire de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'algorithmes qui ont besoin de beaucoup de données. Il y a d'autres types d'algorithmes qui n'ont pas besoin de beaucoup de données au départ, mais qui vont créer beaucoup de données. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de données, avant ou pendant l'entraînement de l'algorithme. Beaucoup de puissance de calcul. Je vais vous faire aussi une démo de ce que ça veut dire finalement une puissance de calcul. Donc aujourd'hui, en 2020, on a forcément un ordinateur beaucoup plus performant, même un smartphone beaucoup plus performant qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, encore plus qu'il y a évidemment 20 ans ou 30 ans. Donc on a une forte puissance de calcul aujourd'hui, quasi illimitée, si on peut dire ça comme ça, et des algorithmes performants. Alors j'y reviendrai aussi sur ce que ça veut dire algorithme déjà, et performance, ça reste relatif. Alors, beaucoup de données, donc ça c'est un vieux slide que j'ai gardé en anglais. Ce slide, que j'avais sorti en 2018, je crois, qui était une projection de toute la consommation de données, de certains types de scénarios ici que vous avez cette année, en 2020. Alors, je ne suis pas allé vérifier si c'était juste, mais ça donne une très belle projection en fait de la consommation de données qu'on a aujourd'hui. Alors, par exemple, un stade de foot connecté, je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait, mais un stade de foot connecté, alors c'est plutôt américain comme chiffre, mais un stade de foot avec un football américain, par exemple, du football américain, la balle elle est connectée, il y a un certain nombre de caméras, le stade entier il est connecté, donc ça génère 200 Tera par match. Donc c'est énorme, 200 Tera. Si vous achetez aujourd'hui un ordinateur, il y a à peu près 1 Tera dedans, un bon ordi, il y a 1 Tera dedans, donc c'est comme si vous remplissez par match 200 ordinateurs. Voilà, vous avez sur votre bureau 200 ordis par match. La voiture connectée, c'est 5 Tera. Donc une voiture autonome, alors une voiture connectée, une voiture autonome qui roule toute seule, il y en a quelques-unes. Alors aux États-Unis, il y a 2-3 États où c'est autorisé, avec chauffeur, même si le chauffeur n'a pas besoin de toucher le volant. Et il y a un seul État où il y a une voiture qui est totalement autonome sans chauffeur, c'est les taxis Google qui fonctionnent aux États-Unis. En France, on peut, alors c'est pas légal, vous pouvez acheter une voiture de type Tesla avec un autopilote, mais vous n'avez pas le droit de ne pas rouler. Vous êtes obligé d'avoir les mains sur le volant. Mais ça, c'est une question de loi pour l'instant. Mais peu importe, les voitures autonomes génèrent 5 Tera, donc 5 machines. C'est comme si vous aviez 5 PC dans votre voiture tous les jours. Aux jeunes, je leur dis souvent 5 Xbox, parce qu'une box, c'est à peu près 1 Tera, 5 Xbox remplies par jour. Du coup, ils n'ont pas forcément envie de voir une voiture autonome, mais ils veulent bien les 5 Xbox, bien sûr. Nous, on génère ici un tout petit chiffre. Nous, on génère, ça ne veut pas dire qu'on consomme, on génère 1,5 giga par jour. Alors, j'entends bien, il y a certains qui font des vidéos toute la journée, qui font des TikTok toute la journée, qui font des streams YouTube toute la journée. Donc, eux génèrent beaucoup plus que 1,5 giga, mais aussi une grande majorité qui ne génère rien. Donc, ces chiffres sont au niveau mondial. Donc, ça fait quand même beaucoup, 1,5 giga par jour de données générées, créées. Donc nous, par exemple, avec la vidéo qu'on va faire, on sera certainement autour déjà de 1,5 giga sur l'heure de... Donc ça fait à peu près une vidéo, je suis en Full HD, donc ça sera peut-être plus. Mais voilà pour les data. Donc on a beaucoup de données. Alors je dis souvent, on a. Mais qui a ces données? Vous pouvez répondre si vous voulez quand je pose des questions, je lirai de temps en temps. C'est pas forcément vous ou moi qui avons ces données-là. Est-ce que j'ai beaucoup d'images pour entraîner une intelligence artificielle? Est-ce que j'ai beaucoup de phrases pour entraîner une intelligence artificielle qui va parler? Est-ce que j'ai... voilà. Donc, dans le chat, on me dit que c'est les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. On peut rajouter IBM, Microsoft. Donc, on entend souvent maintenant parler de GAFAMI. Donc, c'est soit les fameux géants américains qui ont beaucoup de données. On a aussi les géants chinois qui ont beaucoup de données. Alors, ça, c'est parce qu'eux sont nombreux dans leur pays. Donc, ils génèrent... Mais ils ne nous ont pas forcément soutirés pour avoir ces données-là. On leur donne ces données. Alors, Jean-Marc dit, les telcos, en France, on a tout ce qui est télécommunication, on a la santé, même si c'est très cloisonné en santé, on a quand même beaucoup de données en santé. Donc là, il y a le Health Data Hub qui existe maintenant en France, où en théorie, on devrait agréger un certain nombre de données pour avoir un dossier patient partagé qui permettrait
d'éviter de refaire de la saisie, de savoir quand vous allez chez votre généraliste que vous êtes passé par tel spécialiste, ou quand vous allez chez un spécialiste, que vous avez vu tel autre spécialiste, que vous avez tout l'historique de votre état de santé. Et ça permettrait de fluidifier peut-être aussi le passage en soins et d'être peut-être mieux suivi. Donc en France, on a ça. On a les telcos, on a l'énergie aussi, et on a la santé. Mais ça reste assez cloisonné. Et quand on parle de volumétrie de données, je peux vous garantir que même si on a beaucoup de données, ou si ça paraît être beaucoup de données, par rapport aux GAFA ou aux Chinois, c'est très peu. Et pourquoi les GAFA ont beaucoup de données? Par exemple, pourquoi Google a beaucoup de données? Parce qu'on fait beaucoup de recherches. Parce qu'on regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. YouTube appartient à Google. Pourquoi Facebook a beaucoup de données? Parce qu'on poste des trucs sur Facebook, parce qu'on utilise Instagram, parce qu'on utilise WhatsApp, parce que... qu'est-ce qu'ils ont encore? Facebook, je ne sais plus. Peu importe. Pourquoi on a beaucoup de données? Parce qu'on leur donne. Je vais prendre quelques exemples très simples. Quand vous allez sur Facebook et que vous postez une photo, la photo appartient du coup à Facebook. Si en plus vous postez la photo et vous taguez, c'est vous êtes avec des potes, vous êtes derrière vous, il y a la cathédrale par exemple de Strasbourg, donc vous donnez plein d'informations à Facebook, vous lui donnez la photo et vous labellisez. Labelliser, ça veut dire que vous dites ce qu'il y a sur la photo et à quel endroit. Et du coup, ça permettrait à l'intelligence artificielle de Facebook de s'améliorer, puisqu'elle aura votre photo avec les réponses. Pareil, quand vous êtes sur Facebook et vous écrivez du texte. Maintenant, comme on sait que les jeunes, je dis les jeunes, a priori, les jeunes, ou même, je dis, ça se globalise, les gens ne lisent plus, les gens regardent des images. Donc, Facebook nous propose de décorer notre texte sous forme d'image. Et ça, c'est pas juste pour être sympa, c'est top, parce que du coup, on a une image et que les gens lisent quand même finalement ce qu'on a écrit, mais surtout, ça permet de créer une image. Alors, créer une image en code, c'est assez facile. Prendre du texte et créer une image, c'est basique, c'est du code classique. Par contre, du coup, Facebook a une image avec du texte dedans et a le vrai texte, ce qui permettrait d'entraîner une intelligence artificielle qui a l'image et le vrai texte, donc la réponse, qui permet du coup d'entraîner une intelligence artificielle qui sait lire le texte dans des images. Alors ça, c'est bien parce que quand on le sait, on a le choix. Du coup. On a le choix de dire bah, je poste plus de photos, ou je décore plus mon texte, ou je le fais en connaissance de cause. On a le droit de le faire, c'est pas grave. Par contre, il y a des fois, on n'a pas le choix. Fois, vous avez des formulaires à remplir, vous savez, vous devez cocher la case « je ne suis pas un robot ». Alors des fois, c'est une case à cocher, donc c'est assez simple. Et puis des fois, c'est un peu plus complexe, c'est un damier avec des images dedans. Et vous devez dire, cocher les images, un passage piéton, un feu rouge, un autobus, une devanture de magasin. Donc ça permet évidemment de passer le formulaire pour être sûr que vous n'êtes pas un robot, mais ça permet aussi à une intelligence artificielle de pouvoir s'entraîner parce qu'elle aura les images où il y a les passages piétons et les images où il n'y a pas les passages piétons. Ce qui permettrait encore une fois, d'entraîner. Donc on donne. Je vous donnerai quelques autres exemples tout à l'heure avec le moteur de recherche de comment ça fonctionne. Voilà. Ces données, on va les mettre dans des entrepôts de données, dans des data centers. Et les data centers, si on prend les GAFA qui ont été cités, ils en ont à E3. Donc si je prends Google, Amazon et Microsoft, ils en ont plus de 110 à E3, partout dans le monde. Et là, vous avez sur l'écran un type de data center. Notez la taille des camions, hein, donc pour voir un petit peu la taille du data center. Et dans ces data centers, on va y mettre en fait des conteneurs de smear-mork. Donc ça, c'est les data centers les plus modernes. Et dans ces conteneurs-là, on va mettre des machines pour pouvoir justement accueillir les données ou de la puissance de calcul, ou les deux. Donc ça prend énormément de volume. Et là, tous les grands acteurs, il y a peu de temps, ont annoncé qu'ils veulent être neutres en carbone, neutres en eau, neutres en voilà, différents types d'énergie, enfin neutres en énergie propre en tout cas, ils veulent être en énergie propre. Donc là par exemple Microsoft avait annoncé que dès 2030 ils vont être en carbone neutre et dès 2050 ils vont être leur empreinte carbone depuis l'existence de Microsoft. Google a annoncé à peu près la même chose il y a 2-3 semaines. Et ça me semble tout à fait normal qu'ils le fassent, vu le nombre de forêts qu'ils arrivent à détruire pour un data center et le nombre de consommation d'électricité ou d'énergie qu'ils consomment pour un data center. Petite histoire, ce data center était à Dublin et c'est un data center qui permet de chauffer la ville de Dublin. Donc en fait, l'idée c'est de récupérer la chaleur créée par ces data centers pour la réutiliser. Les fameux data centers. Et puis la puissance, donc on va regarder... alors là, vous voyez pas.
Alors, mon écran, normalement, de démonstration, donc je vais juste le rajouter. Hop, vite fait, voilà. Là, vous le voyez maintenant, normalement. Donc, ce que vous devez voir à l'écran, c'est 3 compteurs, comme sur la voiture. Enfin, là, il y en a 3, normalement, il y en a 2 dans la voiture. Yes, super, merci. Et on va faire un petit test. Donc, c'est un truc vraiment en live. Vous avez une carte ici de satellite derrière, et on va lancer un algorithme qui va entourer sur cette carte-là des zones. Donc, détourer les rivières ou les lacs, détourer les agricultures, je ne sais pas si c'est un champ de maïs, détourer les forêts, les villes, etc. Et je vais le faire avec une machine normale. Le CPU que vous voyez là, c'est une machine normale, une machine comme on a chacun chez soi, son PC portable, même son téléphone ou une machine fixe. On va lancer, c'est un processeur, on va le lancer une fois. J'y reviens pour webinaire 01 sur qu'est-ce que c'est FPGA. Donc, je lance le CPU, vous voyez qu'il tourne, il fait 6 images par seconde, donc il fait le traitement, vous voyez qu'il y a un traitement qui est en train de se réaliser en bas, enfin au milieu à gauche, et il arrive à processer comme ça, à travailler sur à peu près, là, il a 1000 images, hein, donc 6 images par seconde. Ça, c'est un processeur. Pour améliorer les performances, on va utiliser des processeurs graphiques, les cartes graphiques de jeux vidéo, quasi. Donc, si je clique là-dessus, j'en prends une, on fait 10 fois mieux. Donc, on arrive à traiter 10 images, enfin 10 fois plus d'images à la seconde, mais on va consommer aussi beaucoup d'énergie. Parce qu'une carte ici graphique, ça consomme plus d'énergie et ça chauffe. Mais c'est bien, parce qu'on arrive à plus vite, à plus de résultats plus rapidement. Donc ça, vous voyez, on est déjà sur un facteur assez important. Et puis le FPGA, c'est une nouvelle architecture de processeurs reprogrammables. Aujourd'hui, c'est une espèce de norme en fait qui est sortie, qui est utilisée par Apple, qui est utilisée par Microsoft, qui est utilisée par Facebook, par exemple. Google ne l'utilise pas. Google a sa propre implémentation du même principe qui s'appelle TPU, Tensor Process Unit, chez Google. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une nouvelle architecture de processeurs dans les PC qui permet juste d'être beaucoup plus souple. Et vous allez voir la différence surtout. Ici, si je le lance, un FPGA permet de créer ou de générer 500 images par seconde, mais consomme 50 fois moins qu'un GPU. C'est là que c'est intéressant. Ça consomme beaucoup, beaucoup moins. Donc les moteurs de recherche que vous utilisez, si vous utilisez Google, si vous utilisez Bing ou Ecosia, par exemple, ou Quant, utilisent des machines avec du FPGA derrière pour pouvoir répondre très très vite sur vos moteurs, en fait. Voilà, donc vous voyez qu'on est déjà à 1 million d'images processées, alors qu'on est toujours à 45 000 avec une carte graphique. Ce type de processeurs-là, on peut les acheter sur le marché. Ça existe. C'est pas donné, les FPGA, et c'est très geek. Hein, donc, c'est des trucs qu'on va monter, qu'on va reprogrammer. Hein, donc, c'est vraiment très geek. En revanche, on peut aussi aller louer ces processeurs-là dans différents clouds pour dire j'ai besoin de faire un entraînement d'intelligence artificielle assez costaud. Il faut vraiment avoir un vrai besoin. Le lancer pendant 2, 3, 4 heures ou 3 jours, peu importe, et arrêter. Et vous payez que 2, 3, 4 heures ou 3 jours. Donc, vous payez que ce que vous avez utilisé réellement. Donc on peut utiliser ça dans différents clouds, que ce soit, alors c'est chez les GAFA hein, pour le coup, que ce soit chez Microsoft, Google ou Amazon. Je crois qu'Amazon le propose aussi en location. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée et je vais repasser sur la présentation, voilà, un ordre d'idée de comment quand on parle de puissance de calcul, où on en est aujourd'hui, et c'est assez faramineux. Ça, c'est de l'informatique classique. C'est le FPGA, je pourrais le mettre sur mon PC, globalement. On n'est pas dans l'informatique quantique encore. Donc là, on passera encore une échelle supplémentaire en termes de performance. Bon, ce sera peut-être un jour, pourquoi pas, une conférence sur l'informatique quantique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et ce que ça apporte. Mais là, c'est pas le débat, on est sur l'informatique classique. Alors, les algorithmes, vous en faites, vous, tous les jours. Quand vous traversez la route, vous faites un algorithme. Quand vous faites un gâteau, vous faites un algorithme. C'est des conditions et des boucles. Quand je traverse la route, je marche tant que je n'ai pas croisé un passage piéton. Ensuite, j'attends tant que le bonhomme est rouge. Ou si le bonhomme est vert, je traverse, etc. D'accord ? Donc, on fait des algorithmes tous les jours. Les algorithmes que j'ai appelés historiques sont des algorithmes qui étaient dans le spectre de l'intelligence artificielle fut un temps et qui ont un peu disparu de l'intelligence artificielle pour d'autres manières de faire. Je ne vais pas vous embêter avec tous ces algorithmes de la manière dont ils fonctionnent. Pour faire très simple, c'est des algorithmes classiques avec des boucles, avec des tant que pour la majorité. Peut-être pas pour le dernier, mais pour la majorité, ou l'algorithme génétique, mais pour la majorité, ça fonctionne comme ça. Et c'est des algorithmes que vous rencontrez tous les jours. Des systèmes experts, vous en rencontrez tous les jours quand vous allez sur un site
commerce et que vous avez une petite boîte qui dit « puis-je vous aider ?» Alors, si c'est pas un humain derrière, c'est souvent un agent conversationnel, donc un robot. Et ce robot est très souvent fait comme un système expert. Si vous avez un système expert qui marche bien et qui est impressionnant pour les enfants, c'est un jeu qui s'appelle Akinator. Vous prenez Akinator, vous lancez Akinator, vous pensez à un personnage, n'importe quoi comme personnage, et il va vous poser des questions où vous répondez oui, non, je ne sais pas, ou peut-être, etc. Et au bout de quelques questions, des fois c'est 5 questions, des fois c'est 10, des fois c'est un peu, je crois 20 max, mais l'Akinator, le robot, va trouver en fait la personne à qui vous pensez. Moi j'ai essayé avec plein de personnages, ça fonctionne. Évidemment, si vous pensez à quelqu'un de votre famille, il va trouver, mais il ne va pas donner le nom. Si vous pensez à votre père, par exemple, il va dire vous pensez à votre père, à votre papa, mais pas et heureusement pas le nom, sinon ça serait très bizarre. Mais ça fonctionne aujourd'hui très bien, mais on sait que ça a beaucoup de limites. Les systèmes experts. Les logiques floues, ce que vous utilisez dans vos GPS, la recherche de chemin, c'est dans vos GPS. Logique floue pour le GPS, c'est le zoom en fait. La manière dont il zoome votre GPS, ça utilise un algorithme de logique floue. La manière dont il va trouver le chemin optimisé, si vous utilisez Waze, utilise plein d'algorithmes différents, mais la recherche de chemin optimisé, c'est ce qu'on va retrouver essentiellement dans les GPS, mais aussi dans les jeux vidéo, etc. etc. Je ne vais pas passer trop de temps sur les algorithmes historiques. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Hop, c'est pas ce slide que je voulais, c'est celui-là, voilà, je n'ai pas enlevé l'autre, voilà, c'est les manières dites modernes. Modernes, l'intelligence artificielle étant un ensemble de concepts, aujourd'hui les ensembles de concepts et technologies qui marchent bien en intelligence artificielle, qui imitent la manière dont nous on apprend, ou la manière dont nous on réagit, ou on donne une réponse, c'est les trois que j'ai affichés là, je les ai un peu intercroisés parce que on n'est pas tous d'accord sur la manière de faire. Le machine learning, on dit souvent que le deep learning et le machine learning, c'est dans le même sac, mais moi j'aime bien les séparer. On a le machine learning, apprentissage machine, le deep learning, apprentissage profond, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, et l'algorithme par renforcement. J'ai laissé les termes en anglais, vous trouverez beaucoup plus de littérature dans ces termes en anglais très souvent. Maintenant, il y a quelques articles en français qui sont quand même plutôt bien. Donc qu'est-ce que c'est le machine learning ? On parlait de logique tout à l'heure, d'algorithme, un développeur. Alors je vais vous poser une question. Si moi je vous donne, imaginez, hein, vous êtes tous développeurs, je vous donne une photo. Et je vous demande une photo avec un personnage dessus, et je vous demande un algorithme qui va entourer le visage du personnage avec un rectangle vert. Et si c'est un homme par exemple, et un rectangle rouge si c'est une femme. Okay. Donc, première question, c'est quoi un visage? Vous devez coder l'algorithme et vous devez trouver le visage dans la photo. Mais c'est quoi un visage? Alors bizarrement, on ne se pose pas trop cette question, on sait. Quand on voit quelqu'un, on sait que la personne elle a un visage en fait. Quand on voit quelqu'un, on sait très souvent si c'est un homme ou une femme. On peut se tromper, ça peut arriver, mais on sait très souvent si c'est un homme ou une femme. Mais si on doit se poser la question vraiment, c'est quoi un visage? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que les oreilles comptent? Est-ce que les yeux comptent? Est-ce que les deux yeux comptent? Est-ce qu'il faut avoir un nez ou pas? Est-ce que la bouche doit être une forme particulière ou pas? En fait, voilà, si vous deviez coder, c'est hyper compliqué en fait de coder. Mais on va imaginer qu'on y arrive. On sait ce que c'est globalement un visage, ou en tout cas on crée un algorithme qui arrive avec des boucles, des si, on travaille sur les pixels, on y arrive. Je vous donne une autre photo avec plein de visages dessus, et en plus des gens qui ont un visage qui n'est pas face à l'appareil photo ou à la caméra, et qui sont un petit peu inclinés. Là, en l'occurrence, votre code ne marchera plus du tout. Du tout. Donc le if, then, else l'a pas prévu, donc il faut retoucher le code. Ça peut répondre à la question je crois que c'est de Grégory. Du coup, il faut retoucher le code, il faut remettre des conditions, il faut refaire en fait le code. Donc, c'est pas adapté. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, un développeur, vous lui donnez des paramètres en entrée, il crée un algorithme, et avec ces paramètres d'entrée et cet algorithme, il donne une réponse, entourée, par exemple, le visage d'un carré. Quand on est en logique de machine learning, d'apprentissage machine, en fait, c'est la machine qui apprend à faire quelque chose. Donc, on lui donne des données en entrée, qu'on appelle les données d'entraînement. Donc, par exemple, des photos, mais pas juste les photos. On lui dit, sur ces photos, on encadre les visages. Comme ça, l'algorithme va savoir où trouver les visages. On dit où sont les visages. Vous voyez, on triche un peu, on lui donne la réponse au départ. Je ne sais pas, si on a 10 000 photos, on lui donne 70% de ces 10 000 photos pour qu'il s'entraîne. On ne lui dit pas ce que c'est un visage, parce que de toute façon, on ne sait pas, je vous rappelle. Finalement, je suis sûr que si quelqu'un essaie de me décrire ce que c'est un visage, on aura tous encore une manière différente de décrire un visage. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais on lui dit où sont les visages.
On donne ça à la machine. Et la machine, elle va créer un algorithme derrière, elle va induire ou inférer un algorithme derrière. Elle va dire, OK, je vois où sont les visages, j'ai créé une espèce de modèle, de pattern, pour définir ce que c'est finalement un visage. Qu'il soit de face, qu'il soit incliné, qu'il soit tête baissée, tête haute, peu importe. Il faut lui donner dans ce cas-là des visages, des visages, des visages, des milliers, des centaines de milliers ou des millions de visages à apprendre. De visages d'hommes, de femmes, de toutes les couleurs, de toutes les inclinaisons, de tous les âges, si vous voulez reconnaître différents âges dans les visages. Donc il faut lui donner beaucoup, 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 beaucoup de photos. Alors les scientifiques, enfin les techos qui font du machine learning, ils appellent pas ça des réponses, mais un label. Donc rappelez-vous, quand vous entourez vos images, vous labellisez vos images, vous donnez la réponse, où sont les visages. Et ça génère pas un algorithme derrière, mais ça génère un modèle. Donc le développeur qui fait ça, ou le data scientist qui fait ça, il va écrire du code dans un langage particulier pour dire tu prends les données là et tu vas utiliser tel type d'algorithme, donc différents types d'algorithmes qu'on va voir, pour créer mon modèle, pour reconnaître des visages, reconnaître un homme ou une femme sur une photo. Ça fonctionne comme ça. Donc, ça permet de répondre à 4 questions. Est-ce que c'est A ou B? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un enfant ou c'est pas un enfant? Est-ce que c'est un chien, un chat? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est une fraude, pas une fraude? Etc. etc. D'accord? Est-ce que c'est bizarre? Par exemple, j'achète quelque chose en ligne, j'ai l'habitude d'acheter en ligne avec cette carte bleue, avec ce navigateur-là, c'est normal. 5 minutes après, de mon compte, j'achète encore en ligne, mais avec un autre navigateur, un autre PC d'un autre pays, c'est pas normal. Donc, en détection de fraude, on peut le faire avec est-ce que c'est normal, bizarre ou pas bizarre. Vous vous connectez à un Facebook avec votre PC et votre navigateur habituel, c'est normal. Vous le faites depuis un hôtel, c'est bizarre. Okay. Quelle quantité ou combien, c'est quel est le chiffre d'affaires que je vais faire, combien de personnes vont venir au guichet, combien de personnes vont être malades. Voilà, c'est un chiffre qu'on va chercher. Et puis, comment les données sont-elles organisées? Je ne sais pas trop ce que je cherche. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a une organisation particulière dans mes données? Notez à droite, les 3 premiers, on dit qu'ils sont supervisés, c'est-à-dire qu'on a la fameuse colonne, le label, avec la réponse, et la dernière, on n'a pas de réponse. On ne sait pas trop ce qu'on cherche. On veut juste des catégories, et après, à moi d'interpréter ces catégories-là. Donc, rapidement, si c'est A ou B, on fait une classification. Je classifie mes données entre, je sais pas, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Par exemple, est-ce que mes clients préfèrent un coupon de 5 € ou une remise de 25%? À peu près 90% des personnes me disent « ça dépend ». Comme tous les consultants d'ailleurs disent « ça dépend ». Est-ce que vous préférez 5 € ou 25%? Mais ça dépend de quoi? Ça peut dépendre du montant, évidemment, du montant de départ. Ça peut dépendre de quand. Est-ce que c'est à Noël qu'on propose ça? Ça peut dépendre de mon humeur, ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre de si on me le présente quand je suis seul ou je suis pas seul. En fait, il peut y avoir plein de critères subjectifs qui font qu'on va choisir une décision de 5 € ou 25%. Et les données, c'est ça qui est génial avec les données. Si on prend les gens qui ont choisi 5 € ou 25%, en fait, on va avoir des réponses qui ne sont pas forcément intuitives pour nous. Donc, on va dire, nous, ça dépend ça dépend nous de la valeur, je sais pas, la valeur de départ, mais peut-être pas, il y a vraiment plein de critères. Donc j'ai une question, c'est d'où proviennent généralement les données d'entraînement? Bah, ça dépend. Si c'est des visages que je veux faire pour entraîner, il me faut des photos. Donc il faut des photos de visages. Où je vais les trouver? Alors soit où on a des plateformes qui fournissent des données gratuites. Alors là, pour les photos avec des visages, c'est compliqué, hein, parce qu'on n'a pas tous donné notre consentement, toujours. Mais soit on le fait de façon légale, donc on va chercher des données où les gens ont donné le consentement, ça c'est une première chose. Soit on va prendre des trucs illégaux, c'est ce qui s'est passé avec c'était quoi? C'était pas Instagram, c'était Flickr, je crois. Donc c'est une banque qui allait récupérer des photos sur Flickr et qui a essayé d'identifier leurs clients. Donc malheureusement, ça s'est vu. Et du coup, ça, c'est illégal parce que vous n'avez pas donné votre consentement. Vous avez le droit de demander d'être retiré de cette base de données-là. Donc voilà, donc il faut être propriétaire ou acheter les données ou les louer pour pouvoir les utiliser. Les GAFA, si vous utilisez Google ou Facebook ou Microsoft, peu importe, quand vous allez faire une recherche sur Internet, quand vous allez poster quelque chose sur Facebook, ça leur appartient, donc ils peuvent les utiliser. Si je veux savoir si c'est un coupon de 5 € ou 25%, ça c'est des données historiques de ma société. Je prends l'historique de mes ventes ou l'historique des choix que les clients ont fait et j'essaye de prédire le futur grâce à cet historique-là. Vous me dites si c'est pas assez clair ou si vous voulez plus de précision à chaque fois sur les réponses que je donne.
La détection d'anomalies, c'est ce que je vous disais, est-ce que mon message, est-ce que c'est une fraude ou pas une fraude à la carte bleue? Est-ce que c'est une fraude ou pas une fraude sur mon compte Facebook? Est-ce que vous recevez un mail, il tombe dans vos spams? C'est un spam, c'est pas un spam, c'est un spam, c'est pas un spam. Donc ça, c'est des intelligences artificielles qui sont derrière pour déterminer une anomalie dans vos données. L'autre algorithme de quand, combien, quand, combien, c'est un chiffre qu'on va chercher, donc quelle est la température de mardi prochain, même si c'est une théorie un peu particulière, celle-ci. Mes ventes du 4e trimestre, comme je l'ai précisé, si je sais pas si j'ai un guichet, je vais savoir combien de personnes vont arriver demain au guichet ou après-demain pour avoir peut-être 5 personnes au guichet plutôt qu'une personne, ou à la caisse dans un magasin, combien de caissières je dois mettre ou caissiers je dois mettre en fait dans ce magasin-là en fonction de la fréquentation, plutôt que de le faire au pifomètre, parce que c'est ce qui se passe très souvent, on peut le prédire et mettre les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Voilà, donc toute question qui répond à un chiffre, c'est ce type d'algorithme. Et le dernier, où on n'a pas la réponse, on va faire des regroupements. Enfin, la machine fait des regroupements, elle nous dit, voilà, j'ai groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et après, avec les métiers, on va dire, c'est quoi le groupe 1 d'après vous? C'est quoi le groupe 2? C'est quoi le groupe 3? Donc les questions qu'on peut poser, quel type de spectateur et quel type de film? Quel modèle casse en premier ou de la même manière? Quel type de personne achète quel type de livre, etc. etc. D'accord? Donc quel type de personne vient au guichet et râle? Pourquoi pas? On veut savoir, pour profiler les gens, savoir quand quelqu'un arrive, on sait que c'est quelqu'un qui va râler, on l'oriente vers la personne la plus apte à gérer ce genre de situation. Je sais pas, on peut imaginer ce genre de choses. Donc là, c'est quand même avec les métiers qu'on va interpréter les données. C'est juste une catégorisation et classement. Donc on ne peut pas lui demander grand-chose. Donc un exemple, si par exemple je veux imaginer que j'ai envie d'un réveil qui met l'heure de réveil automatiquement tous les matins, je peux lui donner l'historique à chaque fois que je l'ai programmé moi-même. Donc là on voit le 2 septembre, j'ai mis, je sais pas c'est quelle heure, 7 heures, le 3 septembre 7 heures, ensuite le 7 septembre 7 heures. Moi j'ai des données tout à fait au pif, je me suis amusé avec Excel. Et après, dans Excel, j'ai fait une droite comme ça de tendance qui pourrait dire la prédiction ultime dans un pays ou dans un monde où tout est lissé, parfait. Et du coup, il suffit de placer le point de prédiction sur cette ligne-là, et il sait qu'à telle date, il va devoir mettre le réveil à 6h45. Donc ça, c'est assez facile à faire quand on a une seule dimension, c'est-à-dire juste la date. Mon historique, c'est tous les jours où j'ai mis les réveils, et puis je fais une prédiction, c'était... je sais pas si le 3 septembre, tu as mis le réveil à telle heure, peut-être que le 3 octobre, tu le mets aussi à telle heure. Ça, c'est un peu réducteur, mais ça permet de démontrer l'exemple. En vrai, mon réveil, il va s'allumer, il va sonner en fonction de est-ce que j'ai un rendez-vous ou pas, combien de kilomètres j'ai à faire pour le rendez-vous, le temps de trajet, est-ce que je dois me raser, qu'est-ce que j'ai mangé la veille, est-ce que j'ai bu, qu'est-ce qu'on peut imaginer, à quelle heure je me suis couché, bien sûr, etc., etc. Donc, en fonction de ça, il peut aussi adapter le réveil. Donc, si on rajoute des paramètres, plutôt que juste la date, mais tous les paramètres que j'ai cités là, si je dois faire un graphique avec 3 dimensions, ça passe. 4 dimensions, c'est compliqué, voire pas possible, en tout cas pas avec les outils qu'on a aujourd'hui. 5 dimensions, 6 dimensions, 12 dimensions, 500 dimensions, c'est plus possible. Pour la machine, en revanche, ça pose pas de problème. Elle n'a pas besoin d'avoir un graphique pour se représenter les données. Elle prend son tableau, elle va tout essayer, et à la fin, elle va dire, tu vas mettre le réveil à 5h45 parce qu'il y a un train à prendre, parce qu'il y a un rendez-vous important, parce qu'il faut mettre une chemise et que tu l'as pas repassé. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios. Alors la question c'est, on regroupe par rapport aux données entrées, est-ce qu'on peut savoir si ces données sont pertinentes? Toutes les questions, c'était des bonnes questions, je vous rassure. Les données pertinentes, le problème c'est que c'est vraiment ça, le problème. L'algorithme, il va répondre à un truc sur des données qu'on lui a données, qu'elles soient justes ou pas justes. C'est à vous de définir ce que c'est des données justes. Et quand je fais plein de projets chez les clients, le premier projet, c'est un projet de data. Est-ce que d'abord j'ai les bonnes données, les données déjà, est-ce qu'elles sont bonnes? Et il faut les vérifier. Donc ça, c'est un enjeu déjà métier. Est-ce que c'est les bonnes données? Ensuite, ça c'est assez facile parce que c'est que technique. On peut juste vérifier si on a les bonnes données ou pas. Et en travaillant avec les personnes techniques, on peut savoir si les données sont suffisantes pour faire des algorithmes. En revanche, on peut avoir des biais, donc des données qui biaisent l'algorithme. Je vais prendre un exemple. Vous voulez recruter dans une société le prochain directeur ou directrice de la société. Et vous voulez, voilà, donc vous donnez ça à une boîte de recrutement qui doit trouver le meilleur profil pour être directeur ou directrice de la société. Et vous lui donnez l'historique des personnes qui ont été un jour directeur ou directrice de la société. C'est un vrai cas en l'occurrence. Il se trouve que si on prend les données historiques de cette société, l'algorithme, le premier critère qu'il a sorti sur le profil, c'était
il faut que ça soit un homme. Ouais. C'est une société qui a quelques années d'existence et tous les directeurs ou directrices, donc tous les gens qui géraient cette boîte étaient des hommes. Donc le critère de l'algorithme, c'était il faut que ça soit un homme. Donc ça, c'est un critère biaisé. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent de détecter quels sont les champs, donc les colonnes, les valeurs, qui vont potentiellement biaiser l'algorithme. Donc on va les enlever. Là, le critère homme ou femme, on l'enlève de l'algorithme au départ et on relance l'algorithme. Okay. Donc ça, c'est voilà, quelques petits exemples. Donc les données, au départ, sont hyper importantes. Si vous lui apprenez n'importe quoi à l'algo, il répond pour lui juste, mais pour vous, évidemment, c'est n'importe quoi. Si j'entoure que des visages de chiens, par exemple, et je dis que c'est des singes, il va croire qu'à chaque fois qu'il voit un chien, que c'est un singe. D'accord? C'est tout le temps comme ça. Donc ça, c'est sur le machine learning, donc pour faire des réseaux, pour faire des prédictions relativement simples sur des données structurées. À quelle heure je vais mettre mon réveil, c'est des données structurées. Combien de personnes vont venir dans l'agence, c'est une donnée structurée. Combien je vais vendre, c'est une donnée structurée. Mais des données non structurées comme les images, comme la voix, comme l'écriture, vidéo, c'est pareil, c'est des images, on peut difficilement le faire avec du machine learning, donc on passe au réseau de neurones. Je fais très simple. Un neurone, là, c'est une bulle que vous voyez ici. Okay. Un neurone, c'est une bulle. Une bulle, c'est un bout de code, un programme. Par exemple, prendre une image et la transformer en noir et blanc. Prendre une image et décaler un peu les pixels. Prendre une image et juste prendre une première partie des pixels. Ça fait peut-être que ça. Mais ça peut peut-être un truc plus complexe, d'accord? Ça peut être aussi un machine learning à l'intérieur. Mais c'est juste un bout de code. On va vraiment séparer le code et chacun son boulot. Donc on prend des données en entrée, on fait son petit bout de code et on renvoie la sortie au prochain neurone et ainsi de suite. Ça, c'est comme ça que fonctionne un réseau de neurones, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aussi dans notre tête. Hein. Il y a des neurones très spécialisés. Quand vous regardez la cathédrale, il y a un neurone spécifique qui s'allume, qui vous dit ça c'est la cathédrale. Pareil pour la tour Eiffel ou même pour les visages. C'est vraiment spécifique. Et si on prend plusieurs neurones avec plein de couches entrelacées entre elles, plus il y a de couches de neurones comme ça, plus c'est profond, donc on appelle ça du deep learning. Un réseau de neurones profond, c'est du deep learning. C'est juste un réseau de neurones plus complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut proposer à une IA de comprendre ce qu'il y a dans une image. Donc on va l'entraîner sur des images. On lui dit, ça c'est une chaise, ça c'est une chaise, ça c'est une chaise, ça c'est pas une chaise, ça c'est une chaise, ça c'est pas une chaise. Et à la fin, elle se reconnaît des chaises. Donc on va donner des millions d'images avec des millions de catégories pour qu'elle puisse catégoriser chaque objet qu'elle puisse comprendre dans une image. Donc ça c'est important, c'est comme ça qu'on entraîne les drones, c'est comme ça qu'on entraîne les voitures autonomes, c'est comme ça qu'on entraîne les caméras pour reconnaître des visages, reconnaître des personnes, c'est comme ça qu'on entraîne une caméra chez vous qui sait dire si la porte s'ouvre ou pas, si la porte du garage s'ouvre ou pas, qui sait lire une plaque de voiture, etc. etc. C'est vraiment les scénarios qu'on va trouver là-dedans, c'est essentiellement ça. Nous, on a fait sur d'autres cas, peut-être je vous montrerai d'ailleurs, sur la reconnaissance d'images. Je vous donne 2-3 cas. On s'est amusé à aller reconnaître des fissures dans les voies ferrées. Donc pour les drones, c'est pratique parce ils sont capables de couvrir une zone assez grande. Et chaque photo qu'ils vont prendre ou chaque vidéo qu'ils vont prendre, chaque frame, donc chaque photo, on va récupérer la photo et vérifier si, dans le drone, vérifier s'il y a une fissure ou il n'y a pas une fissure. Si il y a une fissure, on alerte un agent qui va aller se déplacer pour régler le problème, plutôt que d'aller faire en sorte que les agents se baladent tout et n'importe partout, alors qu'il n'y a pas forcément de fissure. Donc ça, c'est un projet, une maquette qu'on a fait pour les voies ferrées du Luxembourg, en fait. Donc c'est bien parce que c'est pas énorme, hein, on n'est pas en France où il y a des voies ferrées partout. Donc c'est un projet qui fonctionne plutôt bien. Et sur la vision, on a fait de la reconnaissance de diagnostic d'amiante, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. La voix, c'est transformer du texte en voix, transformer de la voix en texte. Ça, vous connaissez si vous avez Siri, vous connaissez si vous avez Google Assistant, si vous avez Alexa ou Echo à la maison, vous pouvez lui parler et l'assistant virtuel comprend globalement ce qu'on lui dit. Si je dis Alexa, lance de la musique, Alexa, allume les lumières, Alexa, bonne nuit, elle va comprendre ce que je lui demande. Mais on peut aussi l'utiliser dans des réunions. Avec Teams, va sortir bientôt la gestion des réunions. Donc aujourd'hui, quand je parle, ça peut être sous-titré automatiquement. Donc ça marche pour l'instant qu'en anglais, mais ça va venir en français. Et dans Teams, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est quand vous avez une réunion, vous commencez à discuter dans la réunion, et tout ce qui est dit dans la réunion sera noté par l'intelligence artificielle. Si moi je parle dans la réunion, vu que Teams connaît ma voix au départ, d'ailleurs, et puis quand je parle, on voit bien que c'est mon micro qui est actif,
il va enregistrer mon échantillon de voix, et du coup, à chaque fois que je parle, ça va être marqué, Frédéric dit, et tout ce que je dis. Ensuite, si par exemple, je dis dans une réunion, je sais pas, je dis, Nathalie prend le point, et qu'elle répond, ça va être dire, Nathalie répond, et tout ce qu'elle a dit. Okay, donc ça, c'est top pour les comptes rendus de réunion. Alors, ils seront assez verbeux, hein, donc il faudra un moteur de recherche pour bien trouver l'info. Et si je dis, par exemple, super, on fait le point dans 15 jours, l'intelligence artificielle doit comprendre de nous mettre une réunion à tous les participants de la réunion dans 15 jours à partir d'aujourd'hui, 15 jours ouvrés à partir d'aujourd'hui. Et c'est ce que fait en fait la voix et un mix avec le langage pour comprendre les termes. Dans 15 jours, c'est à partir de maintenant, 15 jours ouvrés. Donc c'est un mélange entre voix et langage. Donc le langage, c'est comprendre ce qui a été écrit ou dit, c'est comprendre du texte, c'est comprendre des actions à faire et traduire aussi dans une autre langue, c'est aussi dans la partie langage. Dans vision, dans voix et dans langage, le champion, parce qu'il y a des petits challenges comme ça, c'est une IA à chaque fois. Dans la vision, donc classer des photos dans différentes catégories, l'IA fait moins d'erreurs que l'être humain. Dans la voix, aujourd'hui, il y a des IA, si vous faites un test, vous ne savez pas dire si c'est une voix d'une IA ou si c'est une personne qui a enregistré du texte. On ne fait plus trop la différence. Et dans le langage, les champions du monde de Jeopardy depuis longtemps d'ailleurs, c'est une IA, mais aujourd'hui surtout, il y a des IA qui répondent mieux à des questions basées sur un texte que les humains. Dans les challenges qui ont été faits. Donc à chaque fois, en fait, ça dépasse un petit peu l'être humain là-dessus. Mais une IA qui sait reconnaître un objet dans une image, elle ne sait faire que ça. Donc elle ne sait pas faire de voix, elle ne sait pas faire de langage. Aujourd'hui, c'est vraiment développé comme ça. Alors que nous, on est capable de classer des photos, on est capable de parler et de comprendre ce qu'on dit, et on est capable de traduire certains textes ou même de répondre à des questions dans un texte. Donc on est beaucoup plus généralisé qu'une intelligence artificielle aujourd'hui. Et la partie connaissance, c'est tout simplement d'aller chercher des informations dans tout ce que j'ai dit. Chercher des informations dans les images, chercher des informations dans les voix ou dans du texte, et chercher des informations dans du langage, des mots-clés. Si je parle de Mars, est-ce que je parle de la planète? Est-ce que je parle du dieu Mars? Est-ce que je parle de la barre chocolatée? Est-ce que je parle du mois de l'année? Je crois que c'est à peu près tout sur Mars. Ou est-ce que c'est un sigle? Donc on peut, voilà. Donc la base de connaissances ou les bases de connaissances permettent de faire des recherches dites intelligentes, qu'elles soient visuelles ou textuelles. Alors, l'algorithme, et je termine par l'algorithme par forcément, et je vous fais 2-3 démos, c'est l'algorithme que je préfère. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent a besoin de données. J'ai besoin de beaucoup de données pour prédire quelque chose. Mon réveil, j'ai besoin de beaucoup de données pour prédire une photo, une image sur une photo, un objet sur une photo, je vais y arriver. Là, je n'ai pas besoin au départ de données. C'est mieux quand on en a, mais ce n'est pas une obligation. L'algorithme par renforcement, c'est exactement comme nous on apprend. Je fais quelque chose, si ça marche, je suis content, si ça ne marche pas, je ne suis pas content. Si je mets ma main sur une poêle chaude, je me brûle, je ne suis pas content. Mais je ne le fais plus une deuxième fois, j'ai appris qu'on ne le fait plus. Et ça, c'est l'apprentissage par l'échec et la réussite. Un robot aspirateur qui aspire chez vous, qui revient à la base tout seul, il n'a pas été programmé pour votre pièce. Il a été programmé pour aspirer, et quand il a fini, il retourne à sa base. Ou quand il n'a plus d'énergie, il retourne à sa base. Et à chaque fois qu'il fait ça bien, il reçoit des bons points. Donc il est content. Je dis qu'il est content, c'est pas vrai. Il reçoit juste des bons points. Et s'il le fait pas bien, il reçoit pas de points ou des mauvais points. Et son objectif d'algorithme, lui, c'est d'améliorer, d'optimiser les bons points. Donc on peut apprendre un robot à marcher, on peut apprendre un robot à prendre une balle en main, on peut apprendre un robot à lancer, on peut apprendre un robot à trier, on peut apprendre un logiciel à prendre des décisions. Bien sûr, on doit l'entraîner, lui dire c'était une bonne décision, c'est pas une bonne décision, c'est une bonne décision, c'est pas une bonne décision, c'est à nous de le faire. Ou une autre intelligence artificielle qui lui dit c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Par exemple, si je demande à une IA de créer un nouveau visage, il y a des intelligences artificielles, on appelle ça du deepfake, qui créent des nouveaux visages. Comment? On prend 2 visages différents, ou 3, et il prend une combinaison de différents critères de ces 3 visages pour en créer un nouveau qui n'existe pas. Comment lui dire que c'est bien un visage qu'il a créé, et pas, je sais pas, une structure bizarroïde ou pixelisée? C'est une autre IA qui lui dit « ouais, j'ai bien reconnu un visage ». Okay, donc là, il y a une IA qui aide une autre IA. Mais c'est aussi moi qui aurais pu dire « c'est un visage ». Donc, bon, pour cette tâche assez simple, on prend une IA qui sait reconnaître des visages, et c'est elle qui critique ce qu'a fait la première en lui disant c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Ça, c'est l'algorithme que je préfère. C'est ce qui est le plus amusant, ce qui se rapproche le plus vraiment de l'intelligence.
En termes de démo, rapidement, hop, je vous montre quelques petits trucs. Alors, sur mon écran, normalement, démo kiosque, voilà, vous êtes, voilà, parfait. Donc, par exemple, donc ça, c'est une plateforme que j'utilise pour faire des démonstrations. Hein. Donc, c'est tous les cas de figure que j'ai cités globalement sont là-dedans. Donc là, si je clique là-dessus, c'est une caméra qui va me filmer, donc c'est mon autre caméra, et qui m'affiche « Bonjour Frédéric », enfin « Welcome back ». Donc, elle m'a reconnu. Elle a reconnu un visage. Hein. Vous voyez ici, en haut à droite, qu'elle a bien encadré un visage. Du coup, vous voyez ce qui est important pour elle, hein, les oreilles ou les cheveux, on s'en fout. Hein. C'est vraiment, il y a 27 points dans mon visage qui sont pris, les yeux, le nez, la bouche. Et à partir de ces 27 points, il sait me reconnaître. Comment ? Je vais tout simplement donner des photos de moi. Donc si je regarde dans la liste des photos ici, on voit en fait des photos de moi ici. Ok. Alors on en voit une, parce que pourquoi les deux autres, ils ne les trouvent pas. J'ai utilisé un moteur de recherche pour aller chercher des photos de moi, et j'ai pris des vieilles photos de moi, et ça fonctionne. 3 photos. Mais une pourrait suffire. Hein. Alors si je prends Sandra, ici Sandra, j'ai une photo de Sandra, c'est une avocate avec qui je travaille, et ça suffit pour reconnaître son visage. Donc j'ai rien d'autre à avoir, j'ai pas besoin d'avoir plus de photos que ça, moi. 3 photos, ou même une, suffisent pour reconnaître un visage. J'ai pas besoin d'avoir les millions de photos dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'utilise des algorithmes déjà entraînés qui savent reconnaître les visages. Et j'ai juste à lui dire quel est ce visage. Et donc 1, 3 ou même 15 photos hein, suffisent. Là, il me reconnaît à 92% des cas, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc, c'est une petite caméra Logitech, hein, c'est pas une caméra de dingue que j'ai là-dessus, sur celle qui fait la reconnaissance, hein, je ne parle pas de celle d'en face. Du coup, n'importe quelle petite caméra, votre smartphone, même si c'est pas un iPhone dernière génération, peut faire la reconnaissance de visage. Et ça, vous pouvez le mettre dans votre caméra à la maison après, si vous êtes un peu geek, hein, bien sûr. On peut aussi juste visionner des photos. Hein. Alors, si je prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Vous prenez une photo, pareil, pas besoin d'avoir de données de dingue. Vous prenez votre photo, vous l'envoyez au système, donc c'est en ligne, et il vous répond par plein de critères différents. D'abord, il vous donne une description de ce qu'il a compris de la photo. C'est-à-dire que là, on a une IA qui comprend la photo et qui vous génère une phrase. Donc, générer une phrase, c'est déjà quelque chose. Hein. Donc, même si elle est simple. Une personne qui attend un train dans une station de train. C'est simple, c'est pas du Voltaire, hein, mais au moins, c'est clair. Les couleurs prédominantes, ça c'est bien si vous cherchez des photos de la même couleur. Des mots-clés, il n'y a pas de visage, il y a 3 objets, il y a 4 mots, et il n'y a pas de lieu particulier comme la Tour Eiffel, la cathédrale ou autre. Pas de visage, je n'y vais pas. Objet, donc nous sommes des objets, hein, donc il a détecté 2 personnes, pour lui ce sont des objets ici, il ne fait pas la différence, et un train ou un métro. Il a détecté du texte, donc il a détecté les COCOCO, CCC en bas, donc les espèces de ronds, enfin les marques pour les non-voyants en fait. Il a détecté ça au sol, comme si c'était une phrase, donc ça c'est une erreur, hein, clairement. Donc là il faut regarder quelle est la probabilité, s'il me dit je suis sûr à 20%, je le dégage de mon logiciel. Là, bon, bah voilà, c'est un déchet. Par contre, minutes, il l'a trouvé, 3 minutes, il l'a trouvé. Et là, le 3, moi, je vous défie tout le monde, même si on zoome, hein, à voir correctement le 3. On peut, mais c'est quand même... Il faut vraiment regarder ou zoomer sur la photo. Là, lui, il l'a trouvé. Même si c'était plus petit, il l'aurait trouvé. Donc, 3 minutes. On peut utiliser une autre photo. Si je prends une photo avec, ici, du texte et un vélo, ça marche aussi en français. Voilà. Donc là, il a trouvé qu'il y avait... Donc c'est pas tout à fait juste une bicyclette, enfin un vélo devant des signes, devant des symboles. Bon, pourquoi pas, il n'a pas vu l'arbre, hein, surtout. Donc dans les objets, on a une roue, une deuxième roue, ça tombe bien pour un vélo, et un vélo. Et vous avez à chaque fois la probabilité de justesse et le texte. Donc il a bien ressorti tout le texte qu'il y a là-dedans. Alors sur le texte, nous on fait des choses beaucoup plus sympas que ça. Juste lire du texte sur une image, c'est bien, mais en fait, on va l'utiliser pour reconnaître par exemple, des notes de frais. Vous voulez automatiser les notes de frais chez vous, les commerciaux ou les personnes qui ont le droit de faire des notes de frais vont manger, vont les boire, prennent une photo de la note de frais et on peut aller restructurer entièrement les données situées sur cette note de frais. Donc il nous faut quelques modèles de tickets classiques, et c'est ça toute la problématique. Hein. En France, il n'y a pas de standard hein, sur les tickets. Vous allez au McDo, les tickets sont longs comme le bras, vous allez dans un petit restaurant, des fois c'est à la main levée. Peu importe, il suffit d'avoir suffisamment d'infos pour aller restructurer ça. Et bien sûr, il y aura des échecs, bien sûr, il y aura des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il n'y aura que ça à saisir. Tout ce qui fonctionne
bah, on n'a plus à le saisir et on évite les erreurs. Et tout ce qui ne fonctionne pas, bah, on va le saisir, c'est moins grave. Donc là, on voit la date, on voit l'heure qui a été ressortie, on voit qu'il a pris un cappuccino, enfin fait un petit déj a priori, hein. On voit le prix, etc., etc. Donc là, c'est américain, donc on a le tips en plus écrit à la main levée, mais on peut le faire et on peut aussi le faire sur des factures. Donc si je m'amuse à prendre des factures, vous avez votre modèle de facture où vous travaillez tout le temps avec le même fournisseur, il vous envoie vos factures, vous prenez 5 modèles, ça suffit, hein, 5 modèles de la même facture, et automatiquement, il a appris comment ressortir les données de cette facture-là. Donc ça, c'est les choses qu'on fait. Par exemple, on a fait un petit exemple ici sur un petit search. L'idée, c'était, on a un client qui nous dit, on veut faire, on a 20 000 PDF qui ont chacun entre 10 et 200 pages, et dans ces PDF, on veut ressortir de l'information. Alors, évidemment, quelle info? Tout ce qu'on peut. Oula. Donc, on va pas prendre un stagiaire pour tout ressaisir, et pauvre stagiaire, pauvre stage, on est d'accord. On s'est dit, il y a peut-être mieux à faire. Donc, on a pris chaque page du PDF qu'on a transformé en image et on a envoyé ça à une IA qui nous a retourné, en fait, tous les mots qu'elle a trouvés sur l'image et l'emplacement de chaque mot, en fait, dans l'image. Et dans un PDF, vous allez me dire, oui, mais il y a un moteur de recherche dans un PDF, monsieur. Oui, sauf que le moteur de recherche dans un PDF ne sait lire que du texte. Et quand vous créez, vous générez des PDF, si vous prenez un tableau de Word ou tableau Excel et vous copiez-coller ça dans un PDF, ça devient une image. Si vous mettez des images, ça reste des images, donc des plans ou autres, ça reste des images. Là, en l'occurrence, c'était un client qui faisait des diagnostics d'amiante, donc les pages sont très complexes, elles sont toutes différentes, donc il n'y a pas de formulaire de base. Donc on a tout indexé, donc on l'a fait sur 1500 pages pour tester. Donc si je rentre Dunkerque, et je veux savoir s'il y a eu des diagnostics d'amiante dans la rue de Dunkerque ou à Dunkerque, et je fais cherche. Alors là, le site, je l'ai mis en gratuit, donc il a dû s'assoupir un peu, donc ça va prendre quelques secondes, le temps qu'il réponde, voilà. Et donc si je prends, là il m'affiche toutes les pages où le mot Dunkerque apparaît, donc là c'est sur du texte, c'est pas impressionnant, hein, sur du texte bien sûr, mais si je prends ça sur une image, ça c'est une image, même si c'est du texte sur une image, hein, c'est une image, et je sais que maintenant ici, c'est la rue de Dunkerque, et là j'ai tous les diagnostics qui ont été faits, donc tout est ouvert a priori, tout va bien. Je ne sais pas si c'est les codes couleurs, hein, pour le coup, pour le métier je connais moins. Alors c'est moi qui ai codé, du coup j'ai pas fait la partie angle, du coup le Dunkerque il est pas bien dans le stabilo là. Mais c'est pas grave, hein. Ça, c'est une image, donc c'est un tableau qui a été copié-collé et c'est une image, donc on a retrouvé aussi les infos dans l'image. Et si on met des critères beaucoup plus précis, on pourrait aller rechercher de l'information structurée. Donc nous, on a juste fait ça comme ça. Après, on peut reprendre l'information et les mettre dans une base de données structurée pour en faire des vraies requêtes et de la vraie recherche. Mais déjà là, les recherches sont dites intelligentes. J'ai la même chose ici sur la recherche visuelle. Si par exemple, donc là, il y a peu de temps, tous les fichiers de JFK ont été publics. Donc si je tape Oswald, vous connaissez l'affaire Kennedy, il y a quand même des beaux films et des beaux reportages là-dessus. Si je tape Oswald, on va retrouver tous les textes, qu'ils soient manuscrits, qu'ils soient tapés à la machine à écrire, ou des photos parlant d'Oswald. Par exemple, Oswald étant une célébrité, il fait partie d'une base de données célébrité. Donc la partie base de données connaissances permet d'aller chercher si la photo est connue, donc Lee Harvey Oswald est connu, du coup dans ce dossier-là, il a reconnu que cette photo c'était Oswald. Okay. Donc là, vous voyez que le résultat qu'il a trouvé par rapport à cette photo dans la base, c'est ça. Et tout a été une première fois indexé avec une intelligence artificielle derrière et ensuite mis dans une l'intelligence artificielle derrière. Pour me donner un petit exemple de ce que j'ai cité tout à l'heure, les 1500 pages qu'on a testées sur le diagnostic d'amiante, là, ça a coûté au client, en termes de service d'intelligence artificielle, 1,50 €. Okay, pas le service de consulting ou le service d'ingénierie qu'on a mis derrière, mais le service qu'on a utilisé, nous, on nous a été facturé à 1,52 € pour 1500 pages ou images en fait indexées. Donc c'est pas grand-chose, et c'est one shot, parce que le reste, on l'a stocké ensuite dans une base. Un autre petit exemple peut-être dans la partie assurance, là. Vous prenez une image, par exemple celle-ci, vous prenez une espèce de constat, vous envoyez à une IA, à ce logiciel-là, et ce logiciel va définir si effectivement, ici, effectivement, il y a eu un choc sur le pare-brise, et il a ressorti du formulaire tout ce qui a été... Alors là, c'est tout ce qui est dégâts, hein, donc la garantie, enfin le montant de la facture, directement là-dessus. Donc c'est pas le constat, hein, mais c'est ce qui s'est passé au garage. Donc ça permet, encore une fois, de prendre une image et de restructurer.
Et c'est vraiment ce qu'on va faire globalement dans l'intelligence artificielle. Une autre démo que je peux vous montrer, que j'aime beaucoup sur la voix, alors en sachant que j'espère que du coup, je vais essayer juste de retrouver, voilà, ici, speech, non, langage, pardon. Lecture immersive, j'aime beaucoup ça pour les enfants, pour apprendre à lire, pour apprendre une nouvelle langue, pour les enfants, pour détecter s'ils sont dyslexiques ou pas. On va prendre un petit bout de texte, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre si vous êtes développeur dans n'importe quelle application, si vous voulez un logiciel qui fait ça, vous pouvez le faire. Je veux que l'intelligence artificielle va lire le texte, et vous allez me dire si vous l'entendez lire ou pas. Donc je veux qu'elle le lise en français, donc ça permet de vous montrer les voies neurones, enfin les voies, transformation de texte en voix, et d'autres petits principes. Je le lance, et vous me dites bien si vous l'entendez. Vous l'entendiez ou pas? Non. Ah, dommage. Ok, bon, le son du bureau n'est pas sorti du coup. Bon, je vous donnerai. Alors, je vais mettre le lien là, comme ça, dans le chat, et vous pourrez l'utiliser. Vous montrez le texte que vous voulez, hein, et vous pouvez l'utiliser. Alors, regardez la démo jusqu'au bout, vous pouvez vous amuser après, on a presque fini. On a surtout débordé. Alors, je termine. Le truc que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je peux dire, tu sépares ça sous forme de syllabes, tu surlignes les noms ici en rose, violet, les verbes en rouge par exemple. Donc pour apprendre à lire ou à écrire, c'est top. Et si j'apprends une nouvelle langue et je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot-là, je peux me mettre dessus et il va aller chercher des images qui me permettent d'être plus visuel, dire ok, a priori ce mot-là ça veut dire bateau, a priori. Ce mot-là, construire, est-ce que ces images suffisent pour comprendre que c'est construire? Mais peut-être qu'on comprend le concept déjà. D'accord? Ordre, je ne sais pas s'il y a des mots. Voilà, ordre, 1, 2, 3. C'est une espèce de rébus. Hein, donc là, on dirait un test de QI. Expliquer, je ne sais pas si on arriverait à comprendre ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est pas de traduire mot à mot, c'est de comprendre le concept de la phrase. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Voilà, je vais m'arrêter là pour les démos. Donc, ce que moi, j'utilise pour répondre à la question, c'est l'application que vous avez lue là, elle s'appelle Intelligent Kiosk, qui est une application gratuite dans le store Windows 10, donc ça marche que sur Windows en fait, hein, donc peut-être 8 aussi, mais j'ai jamais testé avec 8, hein, mais c'est Windows 10, c'est Intelligent Kiosk, et ensuite vous pouvez utiliser plein d'outils comme ça gratuitement, où il faudra rentrer une clé, mais généralement il y a une clé gratuite pour pouvoir tester ça, donc Intelligent Kiosk. Et quand je disais, et ce que j'avais mis un petit peu dans la phrase de teasing du séminaire, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de données si vous voulez faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir de données du tout. Vous avez des services en ligne. Donc les services que j'utilise moi, parce que je suis un ancien Microsoft et je continue à utiliser les technos Microsoft, c'est à Microsoft. Donc c'est pour ça que vous avez le lien Microsoft. Donc c'est des API, des services en ligne sur la voix, sur le texte. Ça me permet de créer des chatbots, ça me permet de transformer du texte en voix, ça permet de faire un chatbot qui parle pour faire un spectacle, ça permet de faire beaucoup de choses. Et très souvent gratuitement, et quand ça va un peu plus loin, c'est-à-dire en termes de consommation, ça m'est facturé évidemment. Mais sinon, je commence gratuitement là-dessus. Donc là, tous les projets qu'on a pu faire sont faits là-dessus, sur des data centers hébergés en France, quand c'est un critère indispensable, ou juste en Europe, quand c'est aussi un critère. Je mets rarement aux États-Unis, voire jamais, hein, donc j'utilise généralement que ce qui est ici en France ou en Europe. Et les données que je mets dedans m'appartiennent. Hein. Il n'y a pas eu d'utilisation de mes données-là pour entraîner leur propre algorithme. Hein. Les données m'appartiennent. Donc, on a la même chose chez Google, côté pro, on a la même chose chez Amazon, on a la même chose chez ces GAFA-là. Et il n'y a pas... alors, bien sûr, en France, il y a des sociétés, des startups qui font des choses sur la reconnaissance de langage. On a des startups qui le font, mais ne proposent pas forcément le service en ligne. Donc, il faut quelque chose que je dois installer chez moi, mais ça marche, hein, et que je dois configurer, administrer, sécuriser chez moi. Et ça marche aussi très bien. Moi, ce que je fais là-dessus, je prends les données qui sont là, par exemple la reconnaissance d'images, et je les mets, le modèle qui a été généré, je le mets chez moi. Je le mets sur mon ordi, ou je le mets sur une petite caméra, ou autre. Donc ça tourne localement. Et la seule chose qui est envoyée dans le cloud, c'est combien de fois je l'ai utilisé pour la facture. Si j'utilise peu ou pas, c'est gratuit. Et si j'utilise énormément, forcément, plus j'utilise les services, plus ça m'est facturé. C'est ce service dont je vous parlais pour les 1,52 € qu'on a utilisé avec le client. Voilà pour
pour les rapides démos, mais je resterai, s'il y en a qui sont intéressés par d'autres démos ou d'autres concepts, il n'y a aucun souci. Je termine souvent ma conférence sur l'IA, sur ça. L'homme, c'est en général ce qu'il fait, mais ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Donc Paul Valéry, poète du fin 19e, début 20e. Ça, c'est important aujourd'hui. On sait ce qu'on fait avec l'IA. On ne sait pas toujours pourquoi elle génère certaines choses et comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, ça commence à venir. On commence à avoir des IA qui expliquent qui explique ce que c'est un visage pour elle, qui explique comment elle est arrivée à tel résultat, etc. Mais au final, si une IA entraîne une IA qui entraîne une IA, est-ce que demain, ça ne nous échapperait pas? Donc la question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'il faut avoir peur? Oui, il faut avoir peur de la laisser fuir, mais il faut aussi avoir peur qu'elle ne soit pas là, parce que c'est vraiment des algorithmes qui sont intéressants pour des défis. Par exemple, pour détecter des épidémies, c'est quand même des algorithmes qui sont plutôt importants, prédire des incendies de forêt, prédire des inondations, tous les défis qu'on a actuellement, on va dire modernes, on peut être en tout cas challengé et être accompagné, nous on peut être accompagné par l'IA pour le faire. Donc voilà. Bon, j'ai débordé un peu, désolé Jean-Marc. Donc merci beaucoup. S'il y a encore quelques questions, je veux bien répondre s'il y en a encore un peu de temps. Sinon, merci beaucoup. Du coup, je vais mettre mon casque. Vous pouvez ouvrir les micros et parler, du coup, je vous entendrai si besoin. Ah, il y a du temps pour quelques questions. J'ai répondu en volée, mais si vous voulez en poser d'autres, n'hésitez pas. Mais merci tout le monde. Alors Frédéric, et c'est Eric, là, Florival, moi j'aurais une question à te poser par rapport aux exemples que tu viens de donner à l'instant. Est-ce que tu en aurais une qui concernerait peut-être plus la PME ou PMI, donc qui utiliserait l'IA dans le cadre de son exploitation, de la production, des choses de ce type-là, des choses un peu plus palpables, si tu veux, par rapport à une PMI? L'exemple du diagnostic d'amiante, c'était vraiment une TPE qui fait du diagnostic D'accord. d'amiante. C'est vraiment une petite structure. Ma cible clientèle, c'est vraiment des petites structures. Donc c'est vrai que souvent on se dit, ouais, alors je suis une PME, TPE, PMI, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Et en fait, souvent on dit qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a peur de le mettre en place parce qu'on se dit c'est trop cher ou on n'a pas les données suffisantes pour le faire. Donc, par exemple, tout ce qui est démat automatisation des factures, si tu reçois des factures papier, des bons de commande et que tu veux les dématérialiser, tu n'as pas besoin d'acheter une photocopie qui fait, tu sais, avec les gabarits des bons de commande, tu prends la photo et tu dématérialises. Donc, dans tes processus d'administratif, tu peux accélérer là-dessus. Donc ça c'est bien. Quand tu es tout seul ou quand tu es une petite structure et que tu es submergé de mails, c'est horrible parce que tu n'as pas le temps de répondre. Plus tu as de mails, plus ça descend. Donc finalement, au bout de 15 jours, tu n'y réponds plus. Donc là, tu peux rajouter des IA qui vont comprendre les mails. Des fois, c'est juste une demande de doc. Des fois, c'est juste une demande de prise de rendez-vous. Donc tu peux avoir une IA. C'est ce qu'a mis en place le Crédit Mutuel, mais eux, ils l'ont fait dans un contexte très particulier. Ça a coûté des millions. Mais aujourd'hui, avec les IA qui reconnaissent le texte, tu peux dire, je reconnais tel mot-clé dans mon mail, et dans ce cas-là, je fais telle action. Et tu peux avoir l'IA qui crée la phrase et qui en répond directement à ton client. Ou qui prend les mails et qui les catégorise en hyper prioritaire, pas prioritaire, etc. Tu sais, même si les gens ont mis urgent. Donc ça te permet de gagner beaucoup de temps. Donc ça c'est voilà. Après on peut trouver d'autres exemples, mais c'est comme ça que j'utilise au quotidien aussi. C'est que je vais utiliser de l'intelligence artificielle pour m'accompagner dans mon travail, pour m'alléger sur certaines positions. Par exemple, dans Outlook, j'ai une IA qui va me préciser si je collabore suffisamment avec mes partenaires, si je fais pas assez de rendez-vous individuels, si j'ai pris assez de pauses déjeuner. Ça paraît bête, mais des fois tu t'oublies. Donc j'ai à chaque fois des plages qui vont être automatiquement réservées par l'IA chez moi, que je peux enlever, j'ai le droit, pour optimiser mon agenda, pour optimiser mon temps. Je sais pas, c'est peut-être un peu flou là, mais tout ce qu'on a vu sur la vision, sur la génération de langage, c'est disponible gratuitement pour les petites structures et comme tu consommes pas énormément, ça peut rester gratuit tout le temps. Ok, merci D'accord. pour ces précisions.
Ouais, et puis, au plaisir, hein, Eric, d'ailleurs. Ouais. Je suis content, je retrouve des noms connus. Bon, d'autres questions? Bon, bah merci, Jean-Marc, je crois qu'on peut clôturer du coup. Ouais, merci Frédéric. Ouais. Effectivement, très, très, très intéressant. Je pense qu'on a un sujet qu'on va continuer à creuser ensemble, hein. On l'a déjà évoqué en proposant peut-être quelque chose de plus poussé en termes d'accompagnement avec toi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir rapidement à l'IA. Oui, bientôt. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine 42 du coup. Pour ceux qui ne voient pas du tout quel est le lien 42 avec les geeks, et vous rechercherez en dehors de l'école 42, il y a plein de trucs. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous, merci.